peut-être même commencer à record, puisque j'avais pas lancé le record. Bonjour YouTube, du coup, puisque bah oui, comme je vous l'ai dit, il y aura une rediffusion sur YouTube intégrale. Et on va commencer avec notre première rubrique, qui est notre actualité, notre news cinéma.exe, sachant que bah là, du coup, on a 2 semaines à traiter. Donc déjà, premièrement, le 6 avril 2021, c'est la sortie de la bande-annonce de Batman The Long Halloween, qui est donc le prochain film d'animation avec Batman, dans lequel il y aura notamment Jensen Ackles, qui prêtera sa voix à Batman. Jensen Ackles étant un des personnages, enfin un des acteurs qui joue dans Supernatural. Étant un dieu vivant. Alors, il faut savoir pour la petite histoire qu'il avait déjà fait une voix dans les films d'animation Batman, puisque c'est lui qui prêtait sa voix à Jason Todd, donc aka le Red Hood dans le film d'animation Under the Red. Personnage préféré. Oui. Ce que je trouve d'ailleurs très ironique qu'il double d'abord Red Hood puis Batman. D'ailleurs, c'est son personnage préféré en fait, de Red Hood, c'est pour ça, mais on va peut-être passer à la news suivante. Que... Du coup, news suivante. Le 7 avril 2021, c'est le décès de Moussa Théophile Sowouye. J'ai du mal à prononcer son nom, je suis désolé. Qui est un acteur burkinabé, donc du Burkina Faso, et qui est notamment connu pour avoir joué le rôle du facteur dans les 2 films Les Visiteurs. Donc pour ceux qui ont regardé ces films, eh bien c'est cet acteur qui jouait le facteur, qui notamment se fait attaquer par nos amis visiteurs. Le 11 avril 2021, on a d'abord le Paramount qui a ajouté à son calendrier de sortie des films un nouveau film Star Trek qui sortirait le 9 juin 2023. On n'a juste aucune info sur ce film, on ne connaît même pas encore le titre du film. Et autre information qu'on va vite fait survoler, c'est juste que le même jour, le 11 avril, ça a été les BAFTA 2021, dans lequel on a retrouvé la plupart des films qui ont été nominés aux Golden Globes, et d'ailleurs la plupart de ceux qui avaient gagné un Golden Globes ont aussi gagné un BAFTA 2021. Si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations sur les résultats du BAFTA, je vous invite à juste aller sur leur site où il y a toutes les infos, mais nous on va passer très vite à autre chose. Le 12 avril 2021, on a 2 choses. C'est d'abord Netflix qui a annoncé que la saison 4 d'Elite sortirait donc le 18 juin prochain. Et ils ont aussi annoncé qu'ils étaient en train de préparer un film live action sur Gundam. Voilà, donc on attend un peu de voir ce que ça va donner. Ensuite, le 14 avril 2021, et ça c'est une news qui me tient au cœur, c'est Mike Flanagan qui a confirmé qu'il allait réaliser le film Season of Passage, qui est adapté du roman de Christopher Pike, qui est donc un roman d'horreur, qui sera donc réalisé par Mike Flanagan, ce génie du cinéma d'horreur. J'ai une petite info. Oui. Le commissaire Moulin est mort. Ah, aujourd'hui ? Yves Régnier. Yves Régnier est décédé aujourd'hui ? Il est mort à 76 ans, ouais. Aujourd'hui même, voilà, donc vous le saurez, donc Yves Régnier est décédé donc aujourd'hui, dans l'après-midi je suppose. Attends, non il est pas, si, il est mort aujourd'hui dans l'après-midi, à l'âge de 76 ans. Voilà, flash info, donc Yves Régnier, donc acteur français, nous a quitté du coup aussi aujourd'hui même, donc du coup on va quand même continuer les news. RIP. RIP, parce que c'est quand même un acteur qui a bercé la jeunesse de pas mal de jeunes qui allaient chez leurs grands-parents et qui se retrouvaient à regarder le commissaire Moulin à la télé avec les grands-parents. Mais donc voilà. Du coup on va revenir du coup en arrière sur le 15 avril avec Disney qui a annoncé sur Twitter que le film Raya et le dernier dragon sortira en exclusivité sur Disney+ le 4 juin. Alors qu'est-ce que je veux dire par en exclusivité ? C'est-à-dire qu'en fait, il ne sortira pas en salle comme ce qui était prévu, c'est-à-dire qu'il va faire exactement comme ce qu'a fait Soul, et donc ne sortir que sur Disney+, et n'avoir aucune sortie en salle. Le 15 aussi, on a Amazon Prime Video qui a donc sorti la bande-annonce pour la série The Underground Railroad. Donc c'est une série dont on vous parle déjà depuis quelques temps. Et donc ça y est, ils ont enfin sorti une nouvelle bande-annonce puisque je crois qu'on s'approche grandement aussi de la date de sortie de cette série. Le 16 avril 2021, nous avons donc déjà le décès d'Hélène McCrory, qui est une actrice anglaise qui est notamment connue pour avoir joué le rôle de Narcissa Malfoy dans la saga Harry Potter et qui joue aussi un rôle dans la série Peaky Blinders. Et nous avons aussi donc Netflix qui a sorti une bande-annonce pour leur nouvelle série animée Resident Evil Infinite Darkness, qui est inspirée donc du jeu vidéo Resident Evil. On verra ce que ça donne. Même si ça semble un petit peu pour l'argent. Le 19 avril, deux autres news, deux autres bandes-annonces. C'est déjà Netflix qui dévoile la bande-annonce de la saison 2 de Love, Death and Robots, qui est une série, je crois,
et que je crois que je vous en avais parlé à l'époque quand la première saison était sortie, qui était incroyable, et du coup on a très très hâte de voir un petit peu ce que ça va donner cette saison 2, et Marvel qui a sorti la première bande-annonce pour son prochain film de la MCU qui était annoncé et qu'on avait un peu impatience de voir ce que ça allait donner, qui est Shang-Chi. Donc ça y est, la première bande-annonce est sortie, et ça tease un bon film Marvel comme on les connaît, sans forcément grand plus. Pour le 20 avril, on a deux choses. Dans un premier temps, c'est donc le 38e festival du film policier, donc Polar 38 ou P38 pour les intimes, qui a annoncé dans un communiqué qu'il se déroulera du coup du 26 au 30 mai 2021 en distanciel, à peu près selon le même processus que ce qu'avait été Gérardmer en début d'année. Et on a aussi le décès de Monte Hellman, qui est un réalisateur américain qui a notamment réalisé Macadam à deux voix. Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est à peu près normal parce que la plupart de ses films n'ont pas été des gros succès au box-office, même si beaucoup sont devenus des films cultes depuis. Et en fait, il est surtout connu parce que c'est le réalisateur qui a inspiré Quentin Tarantino. Et Quentin Tarantino est très triste d'ailleurs d'apprendre le décès de son idole. Et donc voilà. Et ensuite, le 21 avril, et ça c'est une bande-annonce que j'attendais aussi beaucoup, c'est la dernière bande-annonce pour le film Oxygène d'Alexandre Aja, qui est un thriller psychologique qui sortira sur Netflix le 12 mai. J'ai très très hâte de le voir. En plus, c'est une des rares fois où Alexandre Aja nous fait un film 100% français. C'est-à-dire que ce n'est pas un film américain, c'est un film qui a été entièrement fait en France. L'actrice principale, c'est Mélanie Laurent, donc c'est vraiment un casting français pour un film français par un réalisateur français. Donc très très hâte de voir ce que ça va donner, parce que c'est vrai que le cinéma d'horreur français manquait un petit peu de monde, et de voir Alexandre Aja se ramener et dire au lieu de faire un film américain comme j'ai toujours fait, je vais faire un film français, ça fait grandement plaisir. Et deuxième info, un peu plus cinéma d'horreur, oui. On vous a dit que ce film était 100% français. 100% français. Il vient du terroir, ce film. Et donc, dernière news, toujours en lien avec le cinéma d'horreur, qui date du 22, c'est Warner qui a enfin sorti la première bande-annonce pour Conjuring 3, sous l'emprise du diable, et ça présage d'être un bon Conjuring. De toute façon, je crois que c'est James Wan qui est encore aux commandes, et bon, James Wan, on le connaît, on l'adore, et ça ne change rien à rien. Et enfin, les sorties cinéma des 2 dernières semaines, donc du 14 et du 21. Et toujours rien, parce que les salles de cinéma sont toujours fermées. Mais pour combien de temps? Je viens de faire une transition pour notre Parlons-en, parlons bien, on va donc traiter aujourd'hui de cette réouverture potentielle des salles en mai. Parce qu'il y a eu une news dont on n'a pas parlé du coup dans les news cette semaine, parce que c'est un peu la grosse news qu'on attendait avec impatience. C'est la news qui date donc du 13 avril. Le Sénat français a donc dévoilé ses propositions pour la réouverture des salles. Alors pas que les salles de cinéma, c'est aussi tous les lieux culturels dans leur ensemble. Mais du coup ils ont publié ça, et c'est vrai que depuis une semaine à peu près, dans le monde un petit peu de l'univers culturel, on entend de plus en plus parler d'une réouverture potentielle de tout ça. Alors je vais d'abord dans un premier temps, avant qu'on en discute, vous lire les propositions, parce qu'il y a 12 propositions qui ont été faites. Donc dans un premier temps, c'est le calendrier des reprises, il y a 2 propositions. Donc proposition numéro 1, rouvrir les musées et monuments, les cinémas et les salles de spectacle en format assis dès la levée des mesures de restriction en vigueur dans toute la France depuis le 3 avril. Donc c'est pour ça qu'on pense que ce serait courant mai que tout ça réouvrirait. Et proposition numéro 2, alors par contre je sais pas qui on entend, mais il y a quelqu'un qui souffle dans son micro. Merci. Et du coup, proposition numéro 2, c'est accélérer et amplifier les expérimentations cliniques dans différentes configurations en ce qui concerne les concerts en format debout, afin de déterminer les conditions dans lesquelles les concerts pourraient être de nouveau autorisés, parce qu'il y a beaucoup de salles de concert qui faisaient des concerts assis, et donc là ils vont voir comment ça se passerait des concerts debout avec moins de monde, est-ce qu'ils vont faire des concerts assis ou pas. Ils sont en train de réfléchir à tout ça, et ça pourrait être très intéressant pour tout ce qui est l'univers de la musique, même si nous on s'intéresse plutôt au cinéma. Ensuite, les modalités de reprise. Là cette fois-ci on a 5 propositions. Donc la proposition numéro 3, puisque du coup elles ont été numérotées par rapport
aux autres. Donc là, on a eu 2 premières. Donc la numéro 3, soumettre toute réouverture à l'autorisation du préfet en concertation avec les collectivités territoriales concernées afin de garantir un contrôle du protocole sanitaire présenté par l'établissement et de l'adéquation de la programmation à celui-ci. Donc c'est-à-dire en gros que tous les lieux culturels qui voudraient réouvrir en suivant les protocoles, et ben en fait devront impérativement avoir une autorisation du préfet de leur département pour pouvoir dire bah oui ou non on réouvre cette salle, on réouvre tel musée, on réouvre ceci, cela, pour être sûr qu'il y aura des contrôles pour s'assurer que tout est bien mis en place pour respecter les gestes barrières et qu'il n'y ait pas de transmission du virus, et si c'est pas possible, que la salle ne réouvre juste tout simplement pas. Proposition Ça numéro veut dire 4. que vous pouvez plus faire de choses pas très catholiques Dans les théâtres et dans les cinémas. Voilà. Proposition numéro Désolé. 4, confier au préfet le soin d'autoriser les festivals au cas par cas en fonction du protocole sanitaire qu'ils présentent et de leur engagement en matière de contrôle. Donc là, je pense que c'est d'une certaine manière une réponse à la lettre que le Hellfest avait envoyée au gouvernement français, mais pas que, parce qu'il y a aussi beaucoup de... il y a eu les Vieilles Charrues qui ont aussi eu leur édition qui avait été reportée et annulée. Il y a beaucoup de festivals de musique. Oui, mais il faut dire que la transpiration et la bière, ça aide pas vraiment à éloigner un virus. Mais c'est vrai que voilà, ils ont voulu travailler énormément ces festivals pour pouvoir mettre en place des protocoles sanitaires pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, mais on leur a quand même interdit de s'ouvrir. Et donc là, en fait, à travers ça, les préfets auraient le dernier mot si jamais l'organisation leur propose un dossier vraiment béton, en leur montrant vraiment qu'il y aura un respect des gestes barrières, qu'il y aura un respect du protocole sanitaire, etc., etc. Et potentiellement, il y aura des festivals qui vont pouvoir réouvrir et qui auront lieu en présentiel d'ici un mois, en fait. Et ce serait extrêmement intéressant. Proposition numéro 5, adapter les jauges par paliers successifs en fonction du volume, de la disposition et des conditions de ventilation des locaux ou des espaces. Donc ça, concrètement, c'était à peu près évident que du coup, ça allait être de réduire potentiellement le nombre de personnes qui iraient dans les cinémas, dans les musées, dans les salles de théâtre, dans les opéras, dans tous ces lieux culturels, en fonction en fait de est-ce que le lieu peut accueillir plus de monde, est-ce que le lieu est bien aéré, etc., etc. Donc c'était quelque chose qu'on avait déjà eu lorsque les salles de cinéma avaient réouvertes, puisqu'ils avaient déjà diminué le nombre d'effectifs, c'était je crois 50% de l'effectif maximum, ils ne pouvaient pas accueillir plus de 50% des personnes. Mais donc voilà, en tout cas je trouve que c'est une bonne proposition. Limiter, donc proposition numéro 6, limiter l'accès des établissements culturels aux seules personnes ayant préalablement réservé leur billet. Donc ça c'est, on ne débarque plus à l'improviste, on prend son billet en ligne à l'avance et puis on vient le jour J, ce qui leur permet aussi de pouvoir contrôler combien de personnes pourraient rentrer à l'intérieur, puisque ce ne serait que des personnes qui réservaient. Et en soi, c'est pas une si mauvaise chose, juste à voir comment ça va s'organiser, parce que c'est vrai qu'il y a des services comme par exemple les cinémas qui n'ont pas forcément de service à distance et qui ne permettent pas forcément de réserver notre place pour un film à l'avance. Donc à voir comment ça va être mis en place, et même pour d'autres événements qui n'ont pas forcément de réservation. Petite précision là-dessus, parce qu'on a eu le cas il n'y a pas longtemps à l'endroit où je travaille, où justement on s'occupe de spectacles, où on a dû justement remplir les salles à 50% d'effectifs, avec l'entrée seulement à des professionnels, donc pas aux particuliers, aux Jean-Michel Random particuliers, mais également seulement sur réservation. Donc si le professionnel par exemple arrivait sans réservation, il ne pouvait pas voir le spectacle, et de même si c'était un particulier qui voulait y accéder. Et c'est, je pense, une très bonne mesure en tout cas qui va être mise en place. Disons qu'ils arrivent à faire ça sur tout ce qui est McDonald's et tout le bordel avec les commandes en ligne et tout le délire, tout ça. Donc ne pas pouvoir le faire avec les cinémas, ce serait vraiment une grosse connerie, quoi. Après, à voir, parce que c'est quelque chose qu'on va voir, parce que potentiellement certaines des propositions ne s'appliqueront pas forcément à tous les lieux culturels en fonction des choses. On va notamment parler parce qu'il y a quelque chose un peu plus loin, une autre proposition, notamment la proposition 9, qui risque par exemple de ne pas concerner par exemple les salles de cinéma. Donc c'est pour ça. Mais du coup on va passer. Proposition numéro 7. Aligner les règles concernant les espaces de restauration et de buvette dans les lieux culturels sur celles applicables de manière générale au niveau national ou le cas échéant local. Donc ça c'est simplement par exemple dans les cinémas, vous avez des fois vous pouvez acheter du popcorn, des boissons, etc. Et là en gros ce serait si jamais au niveau national ou au niveau départemental ce n'est pas autorisé que tous les services de restauration rouvrent. Dans ces cas-là, même si les salles de cinéma réouvrent, ils ne pourront pas réouvrir leur buvette puisqu'ils seront régis par la même régulation que tout ce qui est les services de restauration. Ce qui semble à peu près logique.
Proposition numéro 8, demander aux établissements culturels de contrôler le respect des gestes barrières et de contribuer à la prise de conscience par leur public de l'importance de ces gestes et des dangers encourus lors des réunions privées avec la famille élargie ou des amis Alors, par la diffusion de messages en début ou en fin de séance ou de spectacle. si c'est Respire. pour marteler la tête des ados avec leur grand-mère qui est en train de mourir avec des tubes partout, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je pense que cette proposition-là, elle est à débattre et on en reparlera juste après, avec aussi Elle est du coup la complètement à fameuse débattre proposition parce que 9. ça va être de la propagande au bout d'un moment. C'est pour ça, on va en discuter. Du coup, on arrive sur la troisième section qui est la question du passeport vaccinal, qui est donc la fameuse proposition numéro 9. Envisager d'imposer l'obligation d'un pass sanitaire prenant la forme soit d'un certificat de vaccination, soit de la présentation du résultat négatif d'un test pour l'accès aux spectacles et festivals de grande jauge afin de rendre possible leur tenue, mais exclure l'instauration du passeport vaccinal tant que l'ensemble des citoyens n'est pas mis en situation de se faire vacciner. Donc ça, c'est une proposition qui peut être en soi intéressante, mais qui sera à Non, voir. c'est Donc ce un non. sera par exemple pour tout ce qui est les gros festivals, genre par exemple le Hellfest. Si le Hellfest veut avoir lieu, dans ces cas-là, Ouais. il faudrait que les gens qui viennent au Hellfest déjà aient réservé leur billet, et ensuite qu'ils se ramènent avec soit une Mais, attestation de vaccination, soit un test mais non, PCR parce que négatif. c'est tout à fait. C'est pas intéressant du tout. Parce que ça veut dire que t'obliges les gens à se faire vacciner. Mhm. Et il Oui. parle d'un résultat Alors négatif d'un qu'ils test sont. PCR. Tu peux très Oui. bien ne pas être vacciné et avoir un test PCR négatif. Ça suffit. Ouais, parce Mais que c'est pour ça, passeport vaccinal. on va en reparler de cette proposition 9. La proposition 8 et la proposition 9 sont les deux propositions qui, je pense, sont celles où on va avoir le plus à débattre dessus. Du coup, ensuite, c'est les soutiens de l'État, donc les trois dernières propositions. Donc la proposition numéro 10, c'est maintenir un accompagnement des établissements aussi longtemps que ces derniers se verront imposer des restrictions concernant leur jauge. Donc ça, c'est plutôt un soulagement pour ces établissements, c'est-à-dire que même s'ils réouvrent, et qui sont réduits par rapport au public qu'ils pourront accueillir et que potentiellement des gens ne pourraient même pas venir pour la fameuse proposition 9, et ben ça n'empêche qu'ils seront quand même soutenus par l'État, ils auront toujours des financements et ils seront toujours comme si, en fait, pour compenser toute cette perte financière qu'ils pourraient avoir. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. La proposition numéro 11, c'est instaurer une garantie financière de l'État pour le redémarrage, en particulier en ce qui concerne les festivals, afin de pallier le retrait des assurances et d'inciter les structures culturelles à investir dans la création. Donc ça, c'est pour dire, par exemple, si un gros festival avait dû annuler tout parce que il y avait trop d'incertitudes, ils ont dû faire jouer des assurances, faire jouer plein de trucs parce qu'ils avaient des matériels, etc. Et ben en fait, l'État leur permettra, via un financement, via une subvention, en fait, de pouvoir compenser cette perte financière et de pouvoir repartir et de quand même organiser leur festival. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose aussi, mais ça concerne plus tout ce qui est les gros festivals. Et enfin, la proposition numéro 12, aider les établissements culturels à adapter leurs activités face à ce type de pandémie en créant un fonds pour l'équipement des salles en système d'aération et de ventilation plus performant et en soutenant le développement des offres numériques. Donc ça, c'était justement le petit contrepartie que je vous expliquais tout à l'heure sur le fait qu'il fallait que, sur la proposition 6, que les gens devaient réserver leur billet, et ben en fait l'État s'engage du coup en contrepartie, si ces mesures sont mises en place, à aider les établissements à mettre en place des solutions numériques pour faire de la réservation en ligne, et aussi pour les établissements qui ne sont pas équipés de systèmes d'aération performants, de pouvoir en fait acheter un nouveau système et se faire équiper rapidement pour pouvoir à nouveau accueillir du public. Donc voilà, et donc ça laisse les deux petites propositions donc, qu'on a mis un petit peu de côté, même si on les a lues, qui sont la proposition numéro 8, c'est-à-dire le contrôle des gestes barrières et le fait de diffuser des messages de prévention et pour aider le public à prendre conscience de l'importance de ces gestes et des dangers encourus lors des réunions avec la famille et compagnie, et le fameux passeport vaccinal qui est la proposition 9, le passeport, enfin c'est même plus le passeport vaccinal, c'est au final le pass sanitaire qui ne concerne pas que la vaccination, puisque comme ils le disent eux-mêmes, ils sont conscients que l'ensemble des citoyens n'est pas mis en situation de se faire vacciner, et que donc tant qu'on ne peut pas instaurer un passeport vaccinal, et ben on resterait sur ce pass sanitaire, entre guillemets. Quel est votre avis déjà, vous, sur l'ensemble des propositions qui ont été faites, et peut-être plus particulièrement sur ces propositions 8 et 9 ? Moi, je te dirais que pour la proposition 8, ce serait quand même vachement hypocrite de leur part de venir casser les couilles à l'ensemble des personnes qui ont juste envie de se péter un petit ciné bien fait, quand t'as je sais pas combien de personnes qui font des restaurants caviar, des repas caviar à 400 balles le truc. Ah non, c'était un poisson d'avril. C'est un enfin. poisson d'avril, t'as pas compris. Ah, tu fais avoir. Oh là là. Moi, la 8, je vais parler d'une pub, d'une campagne de sensibilisation qui a en ce moment à la télé,
où on voit un ado aller voir sa grand-mère pour son anniversaire, l'inviter, aller la chercher et tout. Et la grand-mère, après, bah, tu la retrouves à l'hôpital intubée avec plein de machines autour d'elle en réa. Et je me dis, c'est cool, ça veut dire que s'il y a un ado là qui regarde la télé à ce moment-là, qui a perdu sa grand-mère, et ben, il va se rendre responsable à cause de leurs conneries. Bah oui, parce que c'est le but. Mais c'est pas bien, parce qu'il est peut-être Bah, pas C'est que, déjà, responsable. c'est pas bien, mais c'est le but. surtout que c'est complètement con de rendre fautif l'ado, alors qu'il suffirait simplement de sortir 10 minutes pour se rendre compte que clairement, ceux qui respectent le moins, je vais pas dire que les ados respectent pas, il y en a beaucoup qui ne respectent pas. Mais clairement, c'est pas eux qui sont majorité, justement. C'est plutôt les vieilles Alors, Ah personnes. non, en vrai, qui là-dessus, je vais, dénouent, je vais juste te justement. contredire parce que rien que là, aujourd'hui, cet après-midi, j'étais en train de me balader. C'est du full kiff-kiff. Il y a énormément de personnes qui ne me respectent pas, mais en fait, il n'y a pas Ah oui, non, vraiment je dis pas ça qu'il y a dépend de des. tel âge ou autre. C'est vraiment eh ben, autant. écoutez, J'ai vu autant Je dis d'adultes pas que que, de jeunes, je que dis pas d'ados que, qui ne portaient pas le masque. je dis pas que tous les ados ne font pas gaffe. Hein. Il y en a beaucoup qui s'en battent les couilles Tout et comme il y tout. a des adultes qui font Mais gaffe aussi, en en fait. majorité, Les gars, écoutez, moi, moi, ce que j'ai vu le plus souvent, c'est justement les personnes âgées. ces adolescents et ces vieux qui respectent pas les gestes barrières sont le peu de personnes pas abonnées à la chaîne de McFly et Carlito et qui n'ont pas regardé la vidéo sur les gestes barrières. C'est Aïe, 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 aïe. Ça non, tacle sévère, ça tacle sévère. Ah, c'est vilain. sérieux, Non, par mais après, je vais faire de la délation sans en faire. Mais moi, je bosse dans un espèce de coworking. Et je suis en présentiel seulement un jour par semaine, ou deux, ça dépend si mon patron est là. Et dans cet espace de coworking, il y a des gens, je les ai jamais vus faire du télétravail ou partir. Et leur métier, c'est de faire des sites internet. C'est peut-être les mieux placés pour être en télétravail, mais ils le font pas parce qu'ils ont pas envie. Donc, c'est vraiment du kiff-kiff, il y a de tous les âges qui respectent rien, en fait. C'est ça, après, d'un côté, enfin, je me remets en mode sérieux, bien évidemment, mais c'est très certainement dû à la communication du gouvernement qui a été désastreuse par rapport à la crise du coronavirus et que Oui, le pendant début, ça a été un calvaire. mois, on s'est bouffé il faut continuer à sortir. Le masque, c'est des conneries. De toute façon, je sais pas comment ça marche. Je sais pas comment il faut le mettre. Le masque, c'est pas obligatoire et tout bordel. Pour refaire backup et dire aux gens, c'est pas de notre faute parce qu'on a fait des conneries. C'est de votre faute à vous parce que vous ne respectez pas les gestes barrières et ça va faire 6 mois, 1 an qu'on est en train de se bouffer enfin pas, je vais pas dire de la stigmatisation, c'est n'importe quoi, mais plutôt cette espèce de, comme tu le disais par rapport à la pub, avec l'adolescent et tout le bordel, tout ça, de dire aux gens que si ça va pas en France, s'il y a autant de morts et qu'on a passé la barre des 10 millions de morts, c'est pas de la faute du gouvernement et de ses mesures ridicules, c'est uniquement de la faute des gens parce que c'est eux qui transmettent le virus. Encore une fois, on reparlera des dîners caviar parce que c'est quand même le plus gros foutage de gueule de l'histoire de Bah l'humanité. ouais, mais après, De tu vois, ça, il y a des juste, choses qu'il va excuse-moi, falloir m'expliquer, hein. J'ai connu quelqu'un qui a fait le coronavirus et qui en est morte. Et bizarrement, dans les mêmes groupes d'âge, on va dire, il y en a plein dans le gouvernement qui l'ont fait. Par contre, eux, ils s'en sont sortis. Bah oui. C'est miraculeux quand même. Non, parce que eux, Pourtant, ils ont des problèmes de santé aussi. parce que eux, ils ont des places en réa, parce que eux, ils ont des places en, comment ça s'appelle, Bah ils ont des voilà. et tout ce que tu veux. Et par Parce qu'il exemple, y a des gens, on les met même pas en réa. je voulais vite fait rebondir là-dessus, mais il y a un article qui m'a choqué là récemment, c'est que les Anglais sont passés aussi sur le cap des 10 millions, enfin des 10 000 morts, des 100 000 morts, pardon. Et le Premier ministre anglais, donc la personne qui est à la tête du pays, s'est publiquement excusé de sa mauvaise gestion en début de crise et quoi qu'il arrivait, il prendrait la responsabilité de tout ce qui s'est passé une fois la crise terminée. Et nous, en France, on vient quand même nous dire que c'est de notre faute. Alors, je veux bien, hein, il y a un moment, les gens, ils en puissent plus, ils en peuvent plus. Faut les faire sortir parce que sinon, c'est la guerre civile. Les parents supportent plus leurs gamins, les gamins supportent plus leurs parents. Les adolescents savent pas ce qu'ils foutent parce qu'une semaine, ils sont plus à l'école, l'autre semaine, ils sont à l'école. Leurs examens, ils peuvent complètement se les carrer dans le cul, mais c'est pas comme si, de base, le système éducatif français était pas complètement acheté à la poubelle. Donc, dans cet esprit-là, ils veulent réouvrir les salles de spectacle et les cinémas pour que tout aille mieux dans le meilleur des mondes. Le problème, c'est que c'est littéralement, comme d'habitude, reculer et sauter. On va ouvrir les portes pour que les gens s'y engouffrent encore une fois, et ça va être Black Friday quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on va mettre en place, les conneries de non, mais t'inquiète, il va avoir fait un test PCR. Non, mais t'inquiète, les gens ils vont prendre leur réservation. Non, mais t'inquiète, il va y avoir des machins, quoi que ce soit. Il y a Jean-Yves qui tient la buvette, comment ça s'appelle, du cinéma,
va avoir 2 de ses potes arriver à faire « T'inquiète, je les connais, vas-y, laisse passer », et là, c'est mort. Et ça va arriver tout le temps. Pourquoi ? Parce que c'est normal. Ça arrive, peu importe les milieux, peu importe que ce soit dans le cinéma, dans la musique, donc je pense aux salles de concert, aux salles de cinéma, au théâtre, aux grandes réceptions, aux machins, ou tout ce que tu veux. C'est pas grave en quelque sorte, parce que c'est logique, c'est humain, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le délire, c'est qu'en fait, le problème ne vient pas des gens, le problème vient de la décision en elle-même, parce que on pourrait continuer comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de virus, ou tout simplement faire la chose la plus logique au monde, reconfiner les gens définitivement le temps qu'il n'y ait plus de virus, et une fois qu'il n'y a plus de virus, on repart dans on repart bosser, on repart dans le machin. Non, on fait des demi-mesures, on va réouvrir des salles qui vont faire réexploser le compteur de contamination, surtout avec les nouveaux variants qui arrivent, et pour faire fonctionner une économie qui est déjà à moitié morte. Là-dessus, on va pas être d'accord parce qu'il y a eu une réouverture des salles en cinéma. Les salles de cinéma étaient clairement, non quasiment jamais, à leur réouverture, étaient des facteurs qui ont créé des clusters. Pour la simple raison, c'est parce qu'il y a des mesures barrières qui ont été mises en place dans les salles de cinéma pour éviter au maximum que les gens se brassent, que les gens se contaminent les uns les autres. C'est une chose, c'est le principe des jauges, c'est le principe de tu dois impérativement avoir des salles, etc. Et c'est exactement ce qu'ils veulent mettre en place, c'est-à-dire qu'ils veulent que si jamais la salle doit réouvrir, il doit y avoir un accord du préfet et il doit y avoir une étude, un dossier sur les mesures barrières qui vont être mises en place. On peut en plus être sûr qu'avec les salles de cinéma, le CNC va imposer des mesures comme ils l'ont déjà fait à la première réouverture des salles. Ils vont imposer des mesures en disant si vous voulez réouvrir, vous devez à minima respecter ces mesures-là. Si c'est pas le cas, vous réouvrirez pas. Et en fait, ça va faire que dans tous les cas, un exemple tel que les salles de cinéma et même les musées et la plupart des lieux culturels, en fait, ne seront pas facteurs. Mais ne seront ça pas n'a pas été créateurs des de clusters. facteurs. Les premiers facteurs, ça a été les lieux de travail C'est les lieux de travail et les écoles. Oui, je suis Et d'accord. ça reste et ça restera les lieux de travail et les écoles. Et les transports en commun. Oui, mais là-dessus, les gars, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. Mais jusqu'à preuve du contraire, il faut bien rappeler que ça s'est réouvert au moment où il y avait quand même la grosse vague de paranoïa ambiante au début de la pandémie. Là, à l'heure actuelle, je suis désolé, mais il y a aussi un truc qui rentre en compte dans le fait que les gens portent de moins en moins le masque et ne respectent de moins en moins, respectent de moins en moins les gestes barrières. C'est aussi le fait que ça va faire 1 an et que maintenant, là, à l'heure actuelle, les gens sont tartinent la nouille pour la simple et bonne raison qu'ils en ont plus rien à péter. Parce que la paranoïa a quand même bien redescendu. Ce qui fait que là, à l'heure actuelle, je suis d'accord avec toi qu'au départ, les centres de contamination, c'était pas au niveau des cinémas, pas au niveau des machins et des trucs culturels. Sauf que maintenant, c'est plus le même délire. Ça fait quand même bientôt 1 an qu'on en est privé et que là, à l'heure actuelle, ça va plus être la même chose. Et d'un autre côté aussi, merde, je sais plus ce que je voulais dire. Les dossiers, les machins, les ci, les là, pour faire en sorte que les cinémas réouvrent, ok. Mais comme toujours, ça va être au petit bonheur la chance. Ça va être au lui il fait du chiffre, on va le laisser ouvert. Lui il fait pas de chiffre, on va pas le laisser ouvert. Et comme toujours, pas forcément. C'est les petites gens, c'est les petites salles qui vont s'en prendre encore une fois plein la gueule. Non. Et le CNC pourra gueuler autant qu'il veut. La seule chose qu'il va pouvoir faire, c'est foutre du pognon. C'est perdre du pognon. Alors, ça là-dessus, je suis quasiment sûr que non. Que les petites salles réouvriront aussi si jamais elles mettent en place des bonnes mesures et tout. Surtout qu'en plus, les petites salles, c'est celles qui seront les moins risquées. Hein. Hey, grâce à toutes ces mesures, on a enfin vaincu un fléau. La bise. Enfin, on n'est plus obligé de lécher les gens là qu'on connaît. Et voilà, mais du coup, le serrage de main, à la limite, ça allait quand les gens n'avaient pas les mains moites. Le petit check, moi c'était check. Le serrage de main, c'est le truc le plus. Pas le moins techniquement. C'est une roulette russe, le serrage de main. Tu sais pas sur qui tu tombes. Soit tu te fais broyer la main, soit tu broies la main de la personne, soit tu ressors la main d'une limace. En termes d'hygiène, c'est le moins propre en termes d'hygiène, justement. Faire la bise à quelqu'un ? Non, tu veux que je te... Le serrage de main. Alors, je vais te sortir les chiffres d'une maladie très commune dans le monde et tu vas trouver la bise bien dégueu. Ah oui, non, mais je dis pas que la bise c'est mieux, mais la bise, techniquement, tu transmets moins que le serrage de main. Pas forcément. Non, serrage de main, tu te nettoies les mains, c'est terminé. La journée, donc voilà. Genre, tu serres la main à quelqu'un, tu mets du gel hydroalcoolique, c'est bon. Tu fais la bise à quelqu'un, tu vas te foutre du gel hydroalcoolique sur la gueule autour de la bouche. Exactement. Les gars, on va dire que c'est kiff-kiff, mais après, par rapport à ce que tu disais au niveau des installations qui vont devoir être ajoutées pour les systèmes de filtrage d'air ou quoi que ce soit, moi, comme je te dis, je suis pas du tout convaincu que des petits cinémas, il y en a un près de chez moi, qui est une espèce de cinéma de quartier qui est entre deux gros restos de bâtards, de ce que tu veux.
je doute qu'il y ait l'infrastructure, la place et les moyens nécessaires pour mettre un gros truc d'aération de taré qui va permettre au pouvoir une possible, je dis bien possible entre grosses guillemets, réouverture. Après, moi personnellement, je ne travaille pas dans dans l'aération et dans le service de ventilation, donc ça se trouve, ils ont peut-être eux des systèmes de ventilation qui sont très bien, qui correspondent aux normes qu'ils vont poser et qui pourraient être posés dans ces salles-là. Enfin, on peut pas savoir. J'avais eu l'occasion de voir il y a quelques années un système de filtrage d'eau pendant une pandémie de je sais plus ce que c'était, cette espèce de grippe de merde là. Le SRAS-CoV-1 en fait. Le SRAS-2, le SRAS-CoV-1. Et c'est hyper con, mais les mecs, j'avais vu des gens qui étaient en pleine paranoïa et tout le bordel, et un ami à moi m'avait fait montrer un système de filtrage d'eau basique qu'il avait. Putain, c'était 60 tubes les uns collés sur les autres avec des espèces d'énormes filtres de la tête. Après, c'est pas forcément des ventilations à filtre, hein. Je suis d'accord avec toi. Là, c'est juste, il faut que la salle soit suffisamment ventilée et aérée pour que le virus circule le moins possible. On ne demande pas forcément qu'il y ait des filtres, on demande qu'il y ait une ventilation dans la salle. Ce que je voulais juste te dire, en fait, c'est que s'il y avait rien que ça par rapport à un virus qui est complètement passé, enfin moi personnellement, je me rappelais même plus à la base du SRAS et tout le bordel. S'il y avait quand même des filtrages comme ça de fils de pute pour l'eau, tout ce que tu veux à l'époque, là à l'heure actuelle, avec, comme je l'expliquais, la paranoïa, même si elle a bien redescendu avec la paranoïa du Covid, il va falloir des trucs, c'est littéralement des turbines d'avion, quoi. C'est des turbines de 747 qui vont devoir les coller. Non, parce que ça se trouve, c'est juste une ventilation lambda telle qu'on en a déjà dans beaucoup de cinémas en France. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est peut-être juste ça qu'il faut attendre. Hein. Sauf si, comme toujours, il y a un député, un maire ou un connard de base d'élite de mes couilles qui a des billes dans une boîte qui fait ce genre de conneries et qui va imposer une norme qui est absolument pas utile, mais qui, pour lui, va lui permettre de toucher un billet parce que c'est ses copains qui va pouvoir faire bosser. On verra bien. Tu vois le truc ? Moi je dis, on verra bien. Si ça se trouve, ce sera peut-être juste un système d'aération et une ventilation quand même pas comme ce qu'on peut trouver dans une simple maison, mais tel qu'on les trouve par exemple dans les salles de cinéma. Là par exemple, rien que dans la salle de cinéma dans laquelle je vais, il y a quand même un système de ventilation et d'aération qui fonctionne très très bien. Ça se trouve, ce sera peut-être le même système de ventilation minimum qu'ils demanderont, et donc la plupart même des petites salles seront totalement concernées et pourront totalement réouvrir. Surtout qu'en plus, elles ont un gros avantage, ces petites salles de cinéma par rapport aux grosses salles de cinéma, c'est que ce sont des petites salles. Donc déjà, rien que de base, ils sont déjà à demi-jauge en fonctionnement normal. Donc de base, en fait, ils ont déjà ce gros point fort qui peuvent arriver et qui va être un gros point d'appui pour eux et qui va leur permettre de plus facilement réouvrir, c'est de dire, nous déjà de base, avec notre public de base, on est capable de faire respecter les gestes barrières. Donc si en plus vous nous mettez des mesures où on va peut-être potentiellement devoir réduire, on sera totalement capable de faire respecter les gestes barrières à nos clients, et ce sera pas un problème. Et c'est d'ailleurs pour ça que les petites salles de cinéma n'ont jamais été un problème. C'est ce que j'avais expliqué lorsque les salles avaient réouvertes. Surtout qu'en plus de ça, il y a un autre truc qu'il faut penser, c'est que les gens vont aussi avoir toujours cette paranoïa de vouloir aller au ciné avec cette peur de vouloir se contaminer, et ça s'est vu à la première réouverture. J'y suis allé, on était 3 dans la salle. Et c'était la grande salle, celle que vous avez en photo en ce moment même. On n'était que 3 dans cette salle pour regarder un film. Ouais, mais en même temps, il est à l'autre bout du monde, ce cinéma. Non, il est en face de la gare. Il est en face d'une des plus grosses gares de la l'INSEE, qui est la gare de Bretigny. Donc et même de base, quand j'y allais les autres jours, il y avait de T'as pris la l'affluence. photo à la gare de Bretigny ou dans le nouveau qui a été fait? Ah, pas le Kinépolis, l'autre. Ah ouais, parce que le Kinépolis, il est au bout du monde. Hein. Oui, lui, il est au bout du monde, mais il accueille quand même beaucoup de monde parce que c'est un gros ciné, donc il a beaucoup plus de budget, il a beaucoup plus de gros films. Ce qui fait qu'il y a quand même une petite fuite au ciné où j'allais, qui est du coup le ciné 220. Hein, j'ai pas honte de le dire parce que de toute façon, on a pris une photo chez eux et ils sont super cool, on se sent super bien avec eux. Mais en gros, quand j'y avais été, clairement, avant le Covid et tout ça, avant l'arrivée du Kinépolis, on avait quand même déjà de la place, on pouvait s'asseoir, on arrivait, on avait de la place, et même si t'arrivais en retard dans le film, t'avais quand même des places, et même des fois des bonnes places qui étaient encore disponibles, parce que simplement, ça restait un petit cinéma. Il y avait que quand il y avait vraiment des gros films qui sortaient, où là, en général, la salle était quand même bien plus remplie que d'habitude, parce que c'était les gros films, mais aujourd'hui, même là, en fait, on avait quand même un petit peu de place, et ça va être un des atouts que va avoir les petits cinés, alors que les gros cinés, et là on peut citer les cinémas parisiens, comme le MK2, comme celui qui est au Hall, c'est un UGC je crois qui est au Hall. Oui.
Voilà, ces grosses salles de cinéma où quand tu y vas, t'as déjà limite de la place quand t'arrives avec 1 heure d'avance. Bah je me doute bien que eux, ça va être plus encombrant pour eux. Bon après, eux, ils ont les moyens de faire des plus gros En trucs et vrai, ils sont de toute façon pas embêtés par la crise parce que c'est des gros ciné. pendant le calme de l'entre-deux, je suis allée au cinéma avec Slen dans un UGC, il n'y avait pas tant de monde que ça non plus. Oui, et justement, et c'est ça aussi que je voulais revenir là-dessus, c'est que Ce que je te disais, il y aura c'est quand que même cette paranoïa, et il y aura moins de monde qui rate de base. Ah non. Ah non. Après, je te le dis, je suis pas d'accord avec toi parce que pour la simple et bonne raison, que là, comme je te dis, ça fait 1 an qu'on se le bouffe le Covid. Si les gens portent de moins en moins le masque, c'est parce qu'ils en ont de plus en plus rien à foutre en fait. On va dire, mais voilà, ça va pas plus loin en fait. Et quand les cinémas ils vont. Alors, ils en ont de plus en plus rien à foutre, mais ça n'empêche qu'ils ont quand même peur de le choper. Qu'est-ce que tu veux, Et se dire de devoir aller se cloîtrer avec plein de gens, dont potentiellement plein de gens qui sont malades, bah même eux, ils auront pas trop envie d'y aller. Parce qu'ils se disent, quand je suis dans la rue, avec plein de gens, parce que c'est quand on les voit dans la rue, ils se disent, on est dans la rue, on croise personne, c'est bon, on s'en bat les couilles du masque. Et c'est pour ça qu'on voit plein de gens dans les rues qui ne mettent pas leur masque. Après, il y a toujours des cons. Ça, c'est un truc qu'on n'empêchera pas. Et ces cons-là, de toute façon, c'est les mêmes qu'on avait au premier confinement. C'est les mêmes qu'on a depuis le début de la crise. C'est les cons qui, de toute façon, ne mettent pas le masque, s'en battent les couilles des gestes barrières, Après, etc. si t'es tout seul dans la rue, c'est quand même vachement ventilé. Oui, de base. Ça, on est d'accord. Mais voilà, les cons dont tu parles, c'est des gens qui, ok, il y a un ras-le-bol, mais c'est juste, ils se disent, je suis dans une situation où, ouais, là, c'est bon, ça passe, je vais pas me faire contaminer. C'est pas que ils en ont plus rien à foutre du virus, c'est juste qu'ils se disent, non, mais c'est bon, là, dans ce contexte-là, j'ai pas de risque. Et ils ne prennent pas les mesures parce qu'ils se disent qu'ils prennent pas de risque. Alors qu'arriver dans une salle fermée, avec plein de gens, dans une pièce, là, il y a plus de risques. Et là, ils craignent plus. Et donc là, il faut quand même avoir cette paranoïa. Surtout qu'on va pas se le cacher qu'il y aura quand même des gens qui vont continuer à alimenter cette paranoïa, notamment les médias. On est quasiment sûr que les médias vont quand même mettre un petit coup pour alimenter la paranoïa. Hein. Faut bien rappeler que si le Covid existe encore, c'est de notre faute, donc oui. Et donc du coup, ils vont forcément faire des trucs en mode, ah, les cinémas réouvrent, les gens vont pouvoir retourner se cloîtrer dans des salles et respirer l'heure du Covid. On le sait qu'ils vont le faire, on les connaît. Donc ils vont en plus eux-mêmes réalimenter cette paranoïa qui fait que il y a que les vrais intéressés du cinéma qui vont y retourner, plus quelques autres personnes, parce que bah oui, il y en a quand même qui vont se dire, bon, ça fait 1 an, j'ai bien envie quand même d'aller me regarder un film avec mes potes, et qui vont y aller. Et en plus de ça, il y aura aussi un autre problème que on n'a pas encore parlé sur la potentielle réouverture. Quels films seront diffusés ? On n'en aura pas beaucoup, hein. Au début, ça fera comme au premier confinement, ce sera quasiment que des films français, pas ouf. Mais regarde, il n'y a pas que les passionnés de cinéma aussi qui vont aller au cinéma. Il y a surtout, ouais, comme tu le dis, des personnes qui vont y aller en fonction aussi surtout de leurs moyens. Moi, personnellement, vu mes moyens, je fais très attention à ce que je vais voir au cinéma pour la simple et bonne raison que j'ai pas le temps ni les moyens de perdre 10 balles et 2 heures de ma vie, tu vois le truc. Mais ça va être pareil pour les... C'est pour ça qu'au début, clairement, on va avoir une reprise qui va être très progressive, parce qu'au début, le temps qu'on ait des gros blockbusters qui se ramènent, que les cinémas les diffusent, ils ont le temps en fait de voir comment ça se passe déjà avec des films qui sont pas forcément des gros blockbusters, voir s'ils arrivent à bien canaliser, arriver à mettre des films un peu plus gros qui vont potentiellement attirer plus de public avant de lâcher les gros blockbusters. Parce que les gros blockbusters, on peut quasiment être sûr que même si ça réouvre en mai, on les aura pas avant au minimum fin juin, je pense. Hein. Les premiers gros blockbusters, ça va faire exactement ce qu'avait fait Tenet. Hein. Les salles avaient réouvert en mai, Tenet est sorti fin juillet. Et spoiler alert pour ceux qui n'étaient pas au courant, qui n'avaient pas regardé l'épisode qu'on avait fait justement sur la sortie de Tenet, non, ce n'était pas le sauveur des salles de cinéma. Très loin de ça. Et voilà, mais c'est pour ça, moi je le dis et je persiste là-dessus que ça se passera bien. Ça s'est déjà bien passé et ça se passera bien. Et il faut aussi qu'on accepte d'avoir un petit peu confiance en ce public qui va revenir. Ah, mais moi, c'est pas une question de pas avoir confiance dans le public. C'est une question de pas avoir confiance en les personnes qui nous dirigent et qui prennent les décisions pour nous. Je sais que les gens, quand ils vont aller dans la salle de cinéma, ils vont faire gaffe parce qu'ils sont pas débiles. Le problème, c'est que les personnes qui sont au-dessus, eux le sont. Donc, résultat des courses, permets-moi quand même... C'est pour ça qu'il y a ces propositions du Sénat. Ces propositions qui ont été faites avec les professionnels. C'est-à-dire que le CNC a fait partie des personnes qui ont travaillé avec le Sénat pour indiquer ces propositions. Il y a aussi tous les organismes, ceux qui s'occupent des musées, ceux qui s'occupent des théâtres. Tous ces organismes se sont
concertée avec le Sénat pour mettre en place ces propositions pour que ça se passe le mieux possible. Après, oui, il y a quelques propositions où on n'est pas forcément totalement d'accord avec. L'idée, par exemple, de la fameuse propagande qu'ils vont caler au début, ou ce fameux passeport vaccinal qui peut en effet poser un petit peu de soucis. Bon, après, s'ils font leur propagande façon pub Haribo en 3D, je dis pas, il y a peut-être moyen qu'on s'enjaille un petit peu dessus. Mais dans l'absolu, je suis pas convaincu. Moi, je sais ce qu'il faut faire. Il faut demander à Mike Flanagan de faire une pub sur le Covid. Non. Avec là, tout le monde aura la trouille du Covid, c'est sûr. Tu prends Michael Bay, il a produit un film qui s'appelle Songbird, qui est excellent Je l'ai pas sur le encore vu. Covid. Je te le toujours conseille, pas il est génial. Et sur le Le Covid, Covid-23. franchement, il vaut vraiment le coup. Alors tu fous la bande-annonce de ça juste avant le début de la salle, c'est bon, on n'en parle plus, c'est bon, c'est torché. Toi, t'es gestes barrières, t'es machin, même les amoureux qui vivent ensemble, ils vont prendre 3 mètres de distance l'un de l'autre. Ouais, voilà. Mais en tout cas, voilà, je trouve que les propositions qui ont été faites sont pour la plupart de très bonnes propositions et je pense que ça peut donner une bonne réouverture, une bonne modalité de reprise pour les lieux culturels et plus particulièrement du coup les salles de cinéma qu'on aimerait quand même beaucoup voir réouvrir parce que ça commence et on le dit depuis le début, c'est que même si c'est pas forcément la meilleure des choses à faire de réouvrir les salles de cinéma par rapport au contexte, etc., il y a quand même tout un truc qu'il faut pas négliger, c'est que derrière, le monde du cinéma est en train de se vautrer comme jamais à cause de la situation sanitaire actuelle et que ça ne ferait que du grand bien à tout ça, que de faire ça, ça permettrait de libérer un petit peu cette pression que les gens ont commencé à accumuler avec le Covid, ça permettrait en plus de remettre un petit coup de boost à tout cet art qui est en train de se casser la gueule à cause du Covid. Je pense que pour le coup, il risque d'y avoir potentiellement des problèmes. On peut pas retirer, de toute façon, le fait de ne pas reconfiner complètement, ça pose forcément des soucis, et ça on ne peut pas les retirer, mais je pense que par rapport à tout ce que ça va apporter de positif derrière, ça va relancer beaucoup de trucs dans l'économie, ça va libérer un petit peu plus les mentalités, et ça va éviter que ça explose, parce que le problème c'est que c'est bien beau de se débarrasser du Covid, mais si derrière c'est pour se prendre une guerre civile dans la gueule, ce serait encore pire, ça servira à rien. Donc Non, libérer la dans pression, 10 ans, c'est... dis-toi que dans 10 ans, une guerre civile, ça pourra nous faire des putains de bons films. Ah mais c'est con à dire, mais même les Américains s'arracheront. Même les Américains s'arracheront les droits d'adaptation de la guerre civile française. Et bien évidemment, il y aura Will Smith qui jouera le président français. C'est ça, et le film sera réalisé par Ridley Scott en personne, attention. Avec Michael Bay, parce qu'il faut quand même qu'il y ait quelques explosions sur la place du Capitole. Non, pas besoin. Ridley Scott, il récupère toutes les conneries possibles et imaginables, il a fait Exodus, tout ça. Non, il va nous le péter, ça va être parfait. Après ça, tu nous colles Russell Crowe et comment est-ce qu'il s'appelle, et Hugh Jackman pour faire de la comédie musicale, et c'est bon, on n'en parle plus, le film, ça va être un chef-d'œuvre. Razzie Award direct. D'ailleurs, c'est bientôt les Razzie. Ah oui, petit point aussi, vite fait, une news que j'ai pas donné encore. Ça faisait un petit moment que je vous disais qu'on allait faire un live sur les Oscars, puisque les Oscars sont du coup lundi de 2h à 5h du matin. Et ben malheureusement, ça ne se fera pas. Je ne pourrai pas faire ce live, parce qu'il s'avère que on vous l'a teasé il y a 2 semaines. Tu ne remplis pas les critères ? Tu ne remplis pas les critères pour être éligible. Non, mais surtout parce qu'il y a 2 semaines, on vous avait teasé qu'il allait se passer quelque chose avec TF1. Voilà. Et cette chose aura lieu notamment lundi. Les tournages de cette chose auront lieu le lundi. Donc, c'est compliqué pour moi de faire une quasiment nuit blanche de 2h à 5h du matin quand je dois me lever à 6h30. 1h30 de sommeil avant de faire ça, ça va être compliqué. Mais je vous reparlerai de cette histoire avec TF1 d'ici quelques semaines. J'ai la date de diffusion, j'ai toutes les infos, mais ça va venir. Je vous dirai tout ça. Mais du coup, là, ce qui va se passer, c'est que, du coup, demain, après-demain, demain, dans la nuit, techniquement, vous aurez les Oscars et je crois les Razzie, puisque les Razzie se déroulent en parallèle des Oscars, si je ne m'abuse. Bonne question. D'accord, personne ne sait. Mais si je me rappelle bien, les Razzie se déroulent en parallèle, donc normalement, on les aura en même temps. D'ailleurs, il faut savoir que Schwarzenegger a été nominé aux Razzie cette année. Oh. Voilà. Pour un film sur les pirates, je crois. Et voilà, et il est nominé. Mais du coup, on va quand même... Juste, tu dis Schwarzy et pirate, déjà il y a un truc qui va pas. Déjà Voilà. il y a... Non, c'est pas possible. Mais du coup, on va pouvoir passer à notre dernière rubrique. Ça a été ça. La moitié de la carrière de Schwarzy, ça a été ça. Ça a été Schwarzenegger dans des projets qui ont strictement rien à voir. The Running Man, une adaptation de Stephen King, rôle principal Arnold Schwarzenegger. Ah, quoi, tu vois. C'est du génie. C'est une forme de génie qui est encore incompris à l'heure actuelle, c'est tout.
Et donc du coup on va pouvoir passer à notre troisième rubrique qui est notre sélection de la semaine. Je rappelle juste le concept, c'est simplement nous vous recommandons des œuvres à regarder en soirée, donc pour chaque jour, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes ne savent pas trop quoi regarder le soir, notamment c'est vrai que les plateformes de VOD, la télé, il y a plein de choses, donc on vous propose cette petite sélection. Et donc on va commencer avec dimanche, et Simon, tu as un truc à nous présenter pour dimanche toi? Oui, c'est exact. Je vais donc vous présenter le film Watchmen de Zack Snyder, sorti en l'an de grâce, je sais plus. 2008 je crois. Attends, je regarde ça tout de suite. 2006 ou 2008? Watchmen, 2009. 2009, Watchmen, les gardiens en 2009. Petite anecdote, à l'époque, quand moi je suis sorti, j'étais au collège quand le film est sorti. Et j'en avais fait un article dans la rubrique journalisme de mon collège, que tout le monde s'en branle, bien évidemment, mais je donnais le casier quelque part. Alors, Watchmen les gardiens, de quoi ça parle? C'est l'adaptation d'une BD de Alan Moore, et pour ceux qui ne connaissent pas Alan Moore, dites-vous tout simplement que c'est un putain de génie, et que quoi que vous puissiez lire sur Alan Moore, ça va être exceptionnel. C'est lui qui avait notamment fait V pour Vendetta, The Killing Joke, Watchmen, l'énorme pavé Watchmen, et qui va donc vous raconter en fait un monde qui est très différent du nôtre, dû à la présence en fait d'un espèce de surhomme qui s'appelle le Docteur Manhattan, et il a complètement changé l'histoire. Nous sommes donc toujours dans une espèce d'énorme guerre froide dans laquelle en fait des anciens super-héros qui ont été interdits d'exercer à cause en fait d'une loi qui interdit aux super de porter leur masque, et qui vont en fait devoir retracer l'histoire, le meurtre en fait d'un des leurs, le comédien, qui est d'ailleurs joué par Jeffrey Dean Morgan, Monsieur Negan en personne, et Monsieur Thomas Wayne d'ailleurs aussi en personne. Et donc, en fait, Rorschach, le plus téméraire et aussi le plus borderline de tous ces super-héros, va remonter la piste en fait de l'assassin, tout en découvrant en fait un espèce d'énorme complot visant en fait non pas seulement que les États-Unis, mais limite tous les pays du monde, dans un climat en fait de guerre froide où l'URSS et les États-Unis sont à 30 secondes de s'exploser la gueule à grands coups de missiles nucléaires. Alors, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, de vous dire à quel point, quand vous filez un excellent matériel à Snyder en tant que scénario, il vous fait un chef-d'œuvre. Là, Snyder, il a un excellent matériel et il a fait un chef-d'œuvre. Watchmen, c'est une tuerie, c'est une redéfinition du mythe du super-héros qui est excellente parce que pour le coup, on vous prend pas par la main. Vous ne verrez pas de super-héros gentils et tout mignons comme ce qu'on pouvait trouver en fait dans les années 80, 90 ou ce genre de choses. Vous avez vraiment en fait une espèce de délire avec des super-héros qui sont extrêmement borderline, qui n'hésitent pas à casser des bouches et qui, pour le coup, a un vrai propos parce que si ces personnes-là sont censées nous sauver la vie, ça veut dire que les personnes qui combattent sont encore pires qu'eux. Et juste ça, ça rend le film extraordinaire. Mélange à ça, bien évidemment, une bande-son qui est éclatée, une réalisation qui est superbe, et dans l'ensemble, des comédiens qui sont très bons. Vous avez un putain de bon film qui va vous tenir en haleine pendant quasiment 3 heures. Ça vaut carrément le coup. Et c'est disponible, pour une première fois chez moi, sur Amazon Prime. Eh oui, c'est vrai que d'habitude tu ne présentes rien sur Amazon Prime, pour une fois. Et donc on va passer à notre œuvre du lundi, et cette fois-ci c'est moi qui vais continuer avec, entre guillemets, une saga que j'ai du coup lancée il y a 2 semaines. Je crois que le premier, je le proposais 2 semaines, qui est du coup Star Wars. Et du coup la dernière fois je vous avais proposé Star Wars épisode 4. Je vous propose aussi Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque, qui est donc disponible sur Disney+. Et si vous n'avez pas vu l'épisode 4 et 5 de Star Wars, allez les voir. Parce que c'est de très gros films qui ont pas mal changé la manière dont la science-fiction a été abordée au cinéma et même en dehors du cinéma, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été reprises de Star Wars dans d'autres trucs. Par exemple, dans le jeu vidéo, on retrouve beaucoup de vaisseaux spatiaux, de peuples qui sont très fortement inspirés de ce qui a été proposé dans Star Wars. Donc c'est extrêmement cool de voir à quel point ça a évolué. Les films, bien qu'ils soient assez anciens, parce que je crois que celui-là il date de 1980, le 5, je suis plus très sûr. Je crois que le premier c'est 78, le premier et le 4, 78 et le 5 c'est 80 je crois. Mais en tout cas voilà, c'est des films qui datent un peu, mais qui même encore aujourd'hui se laissent regarder et qui passent très bien. Notamment à cause d'une chose que George Lucas avait décidé de faire et qui encore aujourd'hui reste une grande claque, c'est qu'il avait décidé que la plupart des effets spéciaux seraient en fait des effets physiques, donc ce seraient des véritables costumes, des véritables choses, des animatronics, plein de trucs comme ça, chose qu'il avait d'ailleurs reprise pour Jurassic Park, si je ne m'abuse. Alors, si je dis pas de bêtises,
la quasi-totalité des effets spéciaux qui sont dans le film ont été. Enfin, il y a une partie qui a été rajoutée avec Oui. les rééditions, mais principalement, en fait, c'est un travail de matte painting. En fait, donc en gros, c'est des peintures sur verre qui sont placées devant la caméra et devant lesquelles, en fait, on va mettre littéralement des marionnettes. Et pour le coup, c'était une technique qui était assez utilisée dans le cinéma à l'époque en fait où Star Wars était sorti. Mais faut dire que Lucas et Irving Kershner, donc le réalisateur du film, les ont littéralement ils ont tiré sur la corde pour vraiment avoir un rendu d'une qualité qui est, à mon sens, pour l'époque exceptionnelle. Voilà, et c'est un super travail, c'est magnifique, ça passe encore très très bien aujourd'hui, et donc je vous le conseille, en plus il est disponible sur Disney+, donc si vous avez Disney+, foncez, regardez le 4, et du coup, Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque, et on va donc Et si passer vous à êtes comme l'œuvre moi, suivante. Ah, juste, je me permets, et si vous êtes comme moi, vous faites comme n'importe qui, c'est-à-dire vous vous faites pas chier, vous ne payez pas un abonnement à Disney+, et vous le regardez en stream comme n'importe quel être humain normalement constitué devrait le faire. Voilà. chut, on ne parle pas d'illégalité ici, tout est légal chez nous. N'écoutez pas. Et donc du coup on va passer à notre œuvre du mardi, qui est aussi présentée par Simon. Oui, c'est vrai. Alors moi, je vais vous présenter un film qui est incroyablement sous-estimé, mais que j'aime énormément. Jupiter Ascending, sorti en 2015, est réalisé par ni plus ni moins que Lana et Lily Wachowski, qui sont donc les réalisateurs de la trilogie Matrix, de l'exceptionnel Speed Racer, qui est lui aussi malheureusement passé à la trappe, et De la qui fabuleuse reviennent série d'ailleurs avec... Sense8. oui, et Sense8 aussi, l'exceptionnel Sense8. Alors, Jupiter Ascending, en fait, va vous raconter l'histoire de Jupiter, qui est une fille d'immigrés russes, en fait, et qui rêve de grandeur, mais qui, malheureusement, n'a pas la chance de vivre dans une famille extrêmement aisée et qui récure les chiottes pour survivre en règle générale. Et en fait, du jour au lendemain, elle va se retrouver au centre de toutes les attentions galactiques parce que la famille Abrasax vient de perdre sa mère, donc la grande matriarche de la famille, et eux, en fait, ils font un espèce de commerce qui est assez spécial, en fait. Littéralement, ils vendent de l'élixir de jouvence. Et donc, à l'époque où, en fait, littéralement, la Terre n'était encore qu'un caillou sur lequel ne vivaient même pas les dinosaures, ils ont tout simplement terraformé et fait en sorte, en fait, que la Terre soit viable pour que la population y vive et qu'en fait, bah, tout simplement, ils puissent moissonner les êtres humains pour créer, en fait, à partir des êtres humains, un élixir de jouvence. Et le truc, en fait, c'est que, bah, par patrimoine génétique, pur hasard ou tout simplement coup de bol de l'univers, la demoiselle Jupiter est en fait la réincarnation pure et simple en fait de la mère Abrasax qui est décédée. Et donc en fait d'un coup, tout le monde va commencer à lui courir après parce que au niveau de l'héritage sur le testament en fait de la grande mère de la famille Abrasax, elle est légitimement la propriétaire de la planète Terre. Rien que ça. Et donc en fait entre manigance, jeu de pouvoir et aussi space opéra qui déchire sa race, elle va donc être aidée par un espèce d'ancien soldat qui est joué par Shining Tatum et qui va devoir en fait la protéger face à toute une bande de tarés qui veulent la récupérer et qui vont manigancer tout plein de plans en fait pour pouvoir récupérer la Terre car elle serait une des denrées les plus importantes de la galaxie. Alors ce film est extrêmement divertissant. Le postulat tire bien évidemment sur un timbre-poste et je vais être très franc, entre les effets spéciaux qui sont vraiment exceptionnels, les acteurs qui sont très cool et surtout plus important, un espèce d'univers qui t'appelle à l'imagination. On retrouve aussi énormément des thèmes qui font vibrer les Wachowski, c'est-à-dire les jeux vidéo, ou en tout cas les codes des jeux vidéo qui sont transposés dans le milieu cinématographique. Je trouve que ce film n'a malheureusement pas le succès qu'il mérite. Il faut savoir que malheureusement, il a fait plus ou moins un petit bide. Et je trouve ça dommage, parce que regardez-le par vous-même, vous allez voir, à la fin, vous allez avoir l'impression d'être sorti d'un McDo. C'est-à-dire que ça va être trop d'un coup. Mais rétrospectivement, vous allez vous dire, putain, le film était quand même Et il est vachement disponible sur sympa. Netflix. Voilà, et il est disponible sur Netflix. N'hésitez pas à le regarder mardi. Et on va donc passer à notre œuvre du mercredi, qui vous sera présentée par Xanax. Oui, et alors du coup, sortez le bon vin, sortez le saucisson. Je vais parler d'une série française, et c'est rare. C'est une série qui a commencé la semaine dernière, qui passe sur France 2 tous les mercredis, qui est L'école de la vie et qui a comme acteur principal Guillaume Labbé, qui était anciennement un rugbyman d'ailleurs. Donc oui, Alors la si vous série, l'avez elle déjà vu porte... nu, c'est normal. Voilà. La série, elle porte sur un jeune professeur d'histoire-géographie qui est assez apprécié de ses élèves et qui va bientôt devenir papa. Et donc on part sur une série un peu joyeuse au début et il quitte ses élèves quand sa femme est sur le point d'accoucher.
sauf que il perd sa femme à l'accouchement. Donc on va se retrouver avec un personnage, qui vient de subir un choc assez violent, mais qui, plutôt que de se refermer sur lui-même, va décider de continuer à bosser coûte que coûte et en aidant ses élèves, il va s'aider lui à faire son deuil et c'est assez intéressant parce que déjà en France, on est bon en drame. Ça, faut pas se le cacher, c'est un truc où on excelle Bah, assez disons qu'on bien. fait que ça, donc résultat des courses, oui, on est bon. Bah non, mais on essaye de faire de l'humour aussi, mais ça devient vite potache. Les ch'tis. Mais on est très bon en drame et la série, franchement, au niveau émotion, c'est une pépite parce que, elle est pas profondément triste. Il y a toujours, un petit peu d'espoir à chaque fin d'épisode et c'est sympa à regarder, ça peut se regarder en famille, ça aborde un petit peu des sujets durs des fois, mais ça les aborde pas de façon violente, donc c'est assez intéressant. Bah, très bien. Voilà, Et puis donc il y c'est a des disponible guest sur stars qui France sont 2, sympas, mercredi. voilà, les acteurs sont cool, c'est bien joué, On va donc passer à voilà. notre œuvre du jeudi, qui nous sera présentée par Jean Terge. Oui, de mon côté, il s'agit d'un film policier, mais de non pas n'importe quel film policier, étant donné que c'est aussi un film qui va parler de secte, étant donné qu'il s'agit de Hot Fuzz. Alors, je pense que beaucoup de personnes doivent connaître Hot Fuzz, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit d'un agent de policier, donc Nicolas Angel, et non pas Nicolas Engel, qui est très très bon dans son domaine, pour ne pas dire excellent, et tellement excellent qu'il est envoyé dans un petit village de campagne un peu plus tôt que prévu par rapport à ce qu'il espérait, là où il voulait justement passer sa retraite là-bas, étant donné que il est trop bon pour pour son unité à Londres, et du coup, littéralement, il ne faisait rien à côté. Donc, il est envoyé là-bas, mais il se rend compte que ce village est assez particulier. Des gens qui disparaissent et d'autres qui sont, on va dire, qui ont le regard qui valdagne un peu partout. C'est donc ainsi qu'il s'aperçoit d'un bon petit twist au sein de ce village, d'un bon petit secret assez terrible. Alors c'est un très bon film d'action avec un twist monumental. Évidemment, c'est du Edgar Wright avec comme acteurs principaux même, je dirais, Simon Pegg et Nick Frost. Ce film fait donc partie de la trilogie du Cornetto avec Shaun of the Dead et Le Dernier Barbare du Monde, qui, si vous ne les avez pas vus, allez les voir, qui sont monstrueux. Mhm. Euh, Clairement, je ne vois pas quoi en dire de plus, si ce n'est que si vous aimez les films d'action avec un peu de comédie à l'anglaise, attention quand même, et qui ont quand même un sujet assez poussé que juste du pam pam boum boum, c'est lui qui a tué, il faut l'avoir. Je vous le conseille, parce qu'il est total, c'est probablement un de mes films favoris. Je le trouve monstrueux. Bah, très bien. Et donc c'est disponible sur Netflix, c'est Sur ça? Netflix, c'est ça. Et donc on va passer à notre œuvre du vendredi, qui vous sera présentée par Xanax. Oui, et donc moi je vais vous parler du film La merveilleuse histoire du temps. Je me souviens plus du titre en anglais. Avec, dedans le merveilleux Eddie Redmayne et donc on parle de Stephen Hawking et plus précisément de sa relation avec sa femme. Arrête de faire le conslen. De sa relation avec sa femme, et de comment elle va vivre, sa maladie. Je trouve assez intéressant le film parce que, bah, on voit la personne de Stephen Hawking avec d'autres yeux et on voit en fait que ça n'a pas été un combat uniquement pour lui, mais aussi pour son entourage et voilà. Après c'est une très belle histoire, ça parle de plein de choses, de poésie, de physique quantique. Si vous aimez la physique quantique, allez-y. Les chiffres. Et ça donne quelque part une dimension très romantique à la science et il y a, une bande son du tonnerre. Elle est magnifique cette bande son, après vous l'écoutez, dans vos moments de dépression si vous voulez, ou vos moments de joie, hein. Mais la bande son est vraiment magnifique, très bien choisie et très bien placée et puis, je pense que le talent de Redmayne n'est pas à redire. Et c'est The Theory of Everything, le titre anglais. Ah merci. Et donc Je c'est me disponible permettrais sur juste de Netflix. rajouter quelque chose.
Je vais juste me permettre de rajouter quelque chose. C'est une parole du docteur qui disait que la poésie et la physique quantique, c'était exactement la même chose. Je pense que c'est ce que ce film prouve, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Et donc disponible sur Netflix et on vous conseille de le regarder vendredi soir. Et on va terminer avec samedi soir avec moi, avec comme d'hab un petit film d'horreur qui fait plaisir, surtout que là, en plus c'est un petit film d'horreur qui est une comédie horrifique qui parle de zombies. Et non, ce n'est pas Shaun of the Dead, c'est mieux, c'est Bienvenue à Zombieland. Pardon. Je savais que j'allais en faire tilt 1 avec ça. Je savais que j'allais en faire tilt 1 avec ça. Vas-y, répète. J'ai dit, et bien mieux que Shaun of the Dead, Bienvenue à Zombieland. Je savais que j'allais en faire tilt certains. Non, mais c'est... pas comme si j'avais rien écouté, sinon je vais balancer des noms d'oiseaux. Et du coup, voilà, donc c'est une comédie horrifique dans l'univers des zombies, donc comme Shaun of the Dead, et qui, je trouve, extrêmement intéressante, qui raconte l'histoire d'un mec qui est genre un peu un paumé de la vie, on va pas se le cacher, qui se retrouve plongé dans cet apocalypse, qui doit survivre, et qui donc décide de mettre en place des règles, les fameuses règles de Zombieland. Donc pour ceux qui ont vu le film, vous connaissez ces règles, elles sont juste extrêmement drôles. Et en fait, à travers cette histoire, à travers toute sa péripétie, il va rencontrer donc Tennessee, qui est un peu le mec badass dans ce truc de zombie. C'est genre le mec, il doit tuer un zombie, donc il va lui faire un triple salto arrière avec double coup de pied vrillé avant de finir le fusil à pompe dans la bouche et lui mettre une bastos pour lui arracher la moitié de la mâchoire. Voilà, ça c'est... Bon, il se fait pas dans le film, mais ce serait le genre de mec à faire ça. Et il va rencontrer aussi du coup deux autres jeunes filles dont il va tomber éperdument amoureux de l'une d'entre elles. Et donc ça devient aussi un peu une histoire d'amour enrobée de tout ce monde de zombies débiles, parce que c'est extrêmement drôle. C'est un film qui est rempli de vannes, qui est rempli de conneries. Il y a plein de petits easter eggs qui se cachent partout, plein de clins d'œil. C'est un film qui est vraiment extrêmement drôle, que je vous recommande très fortement, qui est gore dans tous les cas. Ça reste un film d'horreur, hein, ne l'oublions pas, mais qui est en même temps très très drôle et qui est totalement disponible sur Amazon Prime. Je sais qu'il y a eu une suite, Bienvenue à Zombieland 2, mais je crois qu'il est pas sur une plateforme. Dommage. Et voilà, et je vous recommande du coup, de le regarder. Mal. Alors, je vais juste me permettre de dire un tout petit truc, c'est que je dirais pas que le film est meilleur que Shaun of the Dead, je dirais tout simplement en fait que vous avez deux visions d'une comédie sur un même thème. C'est-à-dire que Shaun of the Dead, c'est de l'humour anglais, Zombieland, c'est de l'humour américain. Voilà. Après, à vous de vraiment définir si vous aimez l'un ou l'autre. Et les deux films sont excellents. Oui. Moi, j'aimerais bien mettre des coups de portière dans les têtes des zombies. Oui, ça c'est fun, et on a tous eu envie de faire ça. Mais du coup, on va faire un petit récap de ce qu'on vous a proposé. Donc dimanche soir, Simon vous conseille de regarder Watchmen, disponible sur Amazon Prime. Je vous conseille de regarder Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque, disponible sur Disney+, lundi soir. Mardi soir, Simon vous conseille de regarder Jupiter Ascending, disponible sur Netflix. Mercredi soir, Xanax vous conseille de regarder L'école de la vie, disponible qui sera diffusé sur France 2. Jeudi soir, Janter, je vous conseille de regarder Hot Fuzz, disponible sur Netflix. Vendredi soir, Xanax vous conseille de regarder La merveilleuse histoire du temps, disponible sur Netflix. Et je vous conseille de regarder samedi soir Bienvenue à Zombieland, disponible sur Amazon Prime. Et donc voilà, c'est terminé pour le live de ce soir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Cinéma.exe. Et si jamais vous voulez voir la rediff intégrale de ce live, elle sera disponible dès demain matin sur la chaîne YouTube Les Archives du Philosophobe. Et si jamais vous voulez voir la version retravaillée avec un peu plus d'informations, de montage, etc., elle sera disponible normalement mardi soir sur la chaîne principale du Philosophobe, histoire que vous ayez tout cela. Et bonne soirée à tous, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde! Ciao. Bonne soirée.